En 1582, Nobunaga était au sommet de sa domination sur le Japon. Après des années de guerre et de conquêtes incessantes, le rêve d'unifier le pays n'avait jamais été aussi proche de la réalité. Son influence dans la presque totalité du Japon était telle que ses forces contrôlaient de vastes étendues de terre. L'élimination des clans Takeda, Azai et Asakura, ainsi que l'écrasement des moines guerriers Ikko-Ikki, assurèrent sa suprématie militaire. Même la cour impériale de Kyoto, longtemps éclipsée par les seigneurs de la guerre, le reconnaissait comme la figure la plus puissante de l'ère Sengoku. Kyoto était fermement sous son emprise et le Japon central sous son autorité, y poursuivit sa route vers l'ouest, envoyant ses commandants les plus fidèles pour subjuguer les derniers opposants. L'unification semblait inévitable, seuls les clans Moori et Uesugi offrant une réelle résistance. Convaincu de son invincibilité, Nobunaga considérait l'étape finale de la conquête comme une simple formalité. Mais l'arrogance engendre l'aveuglement, et dans ce moment de triomphe, il se laissa aller à la complaisance. Confiant dans la loyauté inébranlable de ses subordonnés et dans la stabilité de son domaine, il ne perçut pas les menaces silencieuses qui se rapprochaient de plus en plus. Tandis que Nobunaga consolidait son pouvoir, Hashiba Hideyoshi mena une campagne agressive contre les Moori à l'ouest. Les victoires qu'il remporta sur leurs alliés de moindre importance ouvrirent la voie à une attaque finale contre le cœur du clan. Le siège du château de Takamatsu, bastion essentiel des Moori, fut un moment clé de cette campagne. La position formidable du château et la détermination de ses défenseurs rendaient un assaut direct trop coûteux. Cependant, Hideyoshi, toujours prêt à élaborer des stratégies non conventionnelles, conçut une approche différente. Au lieu de prendre les portes d'assaut, il ordonna l'inondation des plaines environnantes, coupant ainsi tout espoir de fuite. Au fur et à mesure que les eaux montaient et que les réserves diminuaient, les forces de Moori assiégées savaient que leur sort était scellé. Cependant, avant de lancer l'attaque finale, Hideyoshi avait besoin de troupes supplémentaires pour assurer la victoire. Sollicitant l'approbation de Nobunaga, il envoya une demande urgente de renfort à Kyoto. Ce qui aurait dû être une décision de routine allait au contraire déclencher une trahison catastrophique. Nobunaga, après avoir reçu le message, ordonna à Akechi Mitsuhide de rassembler une armée et de marcher vers l'ouest pour renforcer Hideyoshi. L'ordre semblait logique. Mitsuhide était un commandant expérimenté, vétéran de nombreuses campagnes. Cependant, ce simple ordre allait entraîner la chute de Nobunaga. En apparence, Mitsuhide obéit, menant ses forces hors de Kyoto comme on le lui avait demandé. Pourtant, sous son masque de loyauté, des années d'humiliation et de ressentiment s'envenimaient. Nobunaga l'avait souvent rabaissé devant d'autres généraux, mettant en doute ses compétences en le ridiculisant publiquement. Ces insultes, qui n'étaient que des griefs mineurs, s'étaient transformées en une haine profonde. Les véritables motivations de Mitsuhide faisaient l'objet de spéculations. Certains pensaient qu'il craignait qu'une fois l'unification achevée, Nobunaga ne se débarrasse de lui comme il l'avait fait avec d'autres personnes qui n'avaient plus d'utilité. D'autres suggéraient qu'il n'appréciait pas l'ascension fulgurante de Hideyoshi, soupçonnant que sa propre influence serait éclipsée. Quel que soit son raisonnement, la décision avait été prise. Au lieu de rejoindre Hideyoshi, Mitsuhide retourna ses forces vers Kyoto, se préparant à frapper Nobunaga lui-même. Ignorant tout de la trahison en cours, Nobunaga se réfugia à Kyoto avec l'intention de superviser les dernières étapes de sa campagne. Dans son esprit, la victoire était inévitable et toute résistance restante n'était guère plus qu'un inconvénient. Une fois arrivé dans la capitale, il décida de s'installer au temple Onnōji, un site qu'il utilisait souvent comme quartier général temporaire. Sûr de sa sécurité, il arriva accompagné d'une petite garde personnelle, ne se doutant pas qu'il tombait dans un piège. À son insu, Mitsuhide avait déjà mobilisé ses forces. La trahison n'était plus une idée, c'était un plan en marche. Avant l'aube du 21 juin 1582, Mitsuhide passa à l'action. Au lieu de poursuivre le siège de Hideyoshi, il redirigea son armée vers Kyoto. Alors qu'ils avançaient vers le Onnōji, il prononça les mots qui allaient rester gravés dans l'histoire « L'ennemi est à Honnoji ». C'est ainsi que le coup d'État fut déclenché. L'attaque fut rapide et sans pitié. Nobunaga, encerclé et en infériorité numérique, se retrouva sans aucun moyen de s'échapper. Parmi ceux qui refusaient de l'abandonner se trouvait Yasuke, le guerrier africain qui avait servi le clan Oda avec une loyauté inébranlable. Alors que les forces de Mitsuhide prenaient d'assaut le temple, Yasuke se battit férocement, protégeant Nobunaga des vagues successives d'assaillants. Cependant,
Au fur et à mesure que le combat se poursuivait, il devint évident que la résistance était futile. Comprenant que la capture était inévitable, Nobunaga prit sa décision finale. Plutôt que de laisser à Mitsuhide la satisfaction de le prendre vivant, il choisit la voie d'un véritable samouraï. Ordonnant à ses assistants de l'aider, il se fit seppuku, s'assurant ainsi que ses ennemis ne le réclameraient jamais comme prix. Avant de rendre son dernier souffle, il ordonna à ses serviteurs de mettre le feu au temple. Le feu envahit rapidement le Honno-Oji, consumant tout ce qui s'y trouvait, tandis que Yasuke et les derniers défenseurs s'affrontaient jusqu'à la mort. Après la bataille, les hommes de Mitsuhide saisirent Yasuke, mais contrairement aux autres samouraïs qui avaient servi Nobunaga, il ne fut pas exécuté. Considéré comme un étranger plutôt que comme un guerrier lié par la coutume japonaise, Mitsuhide le jugea insignifiant et le remit aux missionnaires jésuites. À partir de ce moment, Yasuke disparut de l'histoire, son destin étant inconnu, sa légende perdurant. Lorsque l'incendie fut enfin éteint, les forces de Mitsuhide passèrent au peigne fin les ruines du temple, espérant y trouver le corps de Nobunaga comme preuve de leur victoire. Mais à leur grand étonnement, aucune dépouille ne fut retrouvée. L'absence de son cadavre alimenta d'interminables spéculations. Certains pensaient que le feu l'avait complètement consumé. D'autres murmuraient que ses plus fidèles serviteurs avaient secrètement récupéré son corps avant que les flammes ne s'emparent de lui. En l'absence de preuves matérielles de sa mort, les rumeurs prirent de l'ampleur. Certaines affirmaient qu'il avait survécu et s'était exilé. D'autres suggéraient que sa disparition avait été orchestrée, le transformant en une figure légendaire destinée à revenir lorsque le Japon aurait le plus besoin de lui. Ce mystère ne fit que renforcer l'héritage de Nobunaga. Qu'il ait péri dans les flammes ou qu'il ait disparu dans la légende, son nom ne sera jamais oublié, immortalisé comme l'homme qui a été le plus proche d'unir le Japon sous une seule bannière. La chute de Nobunaga au Honno-Oji marqua la fin définitive de son règne et le début d'une lutte de pouvoir turbulente. Saisissant l'occasion, Akechi Mitsuhide se proclama rapidement nouveau souverain du Japon, prenant le contrôle de Kyoto et tentant d'asseoir son autorité. Cependant, sa prétention au pouvoir était fragile dès le départ. Sous-estimant la loyauté que Nobunaga avait inspirée, il ne put anticiper les représailles rapides des alliés de son ancien seigneur, qui refusèrent d'accepter son règne et commencèrent immédiatement à se préparer à la guerre. La résistance surgit presque instantanément, menée par les généraux les plus fidèles à Nobunaga, Hashiba Hideyoshi, Tokugawa Ieyasu et Shibata Katsuhie. Parmi eux, Hideyoshi agit avec une urgence sans pareille. Toujours engagé dans sa campagne contre les Maori à l'ouest, il ne perdit pas de temps à négocier une paix rapide pour libérer ses forces. Faisant preuve d'une rapidité et d'une détermination étonnante, il organisa une marche forcée, couvrant de vastes distances à une vitesse incroyable, dans l'intention d'affronter Mitsuhide avant qu'il ne puisse asseoir son emprise sur le pouvoir. La trahison de Mitsuhide avait provoqué une onde de choc dans les rangs des anciens vassaux de Nobunaga. De nombreux samouraïs et fonctionnaires, toujours fidèles à leur chef déchu, refusèrent de se rallier à l'usurpateur. S'efforçant d'obtenir un soutien, Mitsuhide se retrouva de plus en plus isolé, son règne fragile s'effondrant avant même d'avoir pu s'enraciner. Hideyoshi progressant rapidement, un affrontement décisif se profilait qui déterminerait qui hériterait véritablement de l'héritage inachevé de Nobunaga. Ce fut Nobunaga qui initia la transformation du Japon, en démantelant l'ordre féodal fragmenté qui avait défini la période Sengoku. Ces stratégies militaires révolutionnaires remodelèrent l'art de la guerre, intégrant des armes à feu à une échelle jamais vue auparavant et utilisant des formations de troupes disciplinées à l'effet dévastateur. Sa quête incessante de modernisation fit de ses armées une force inarrêtable. Pourtant, son influence dépassa largement le cadre du champ de bataille. Nobunaga était autant un réformateur qu'un conquérant. En encourageant l'expansion économique et en favorisant le commerce extérieur, il jeta les bases de l'émergence du Japon en tant que puissance connectée et en pleine évolution. Sa politique affaiblit délibérément l'influence de l'aristocratie traditionnelle, tandis que sa répression impitoyable des factions religieuses rebelles remodela la structure politique du pays. Bien que sa mort laissât ses ambitions inachevées, son influence sur l'avenir du Japon fut irréversible. Les bases qu'il jeta seront reprises, d'abord par Toyotomi Hideyoshi, puis par Tokugawa Ieyasu, qui établira un shogunat qui gouvernera pendant plus de 2 siècles. La vie de Nobunaga se termina peut-être dans les flammes du Honno-Oji, mais son héritage perdura, l'immortalisant comme l'une des figures les plus transformatrices de l'histoire japonaise.